Les quelques jours passés en Pentecôte vous ont apporté les connaissances et la pratique nécessaires pour vous permettre de passer à vos premiers grands vols. Vous savez désormais effectuer une bonne prévol en complète autonomie et réaliser un gonflage et une course d'envol propre. Nous allons maintenant aborder quelques aspects théoriques concernant l'influence de l'aérologie sur votre trajectoire. Durant vos vols, votre aile rencontrera rapidement des ascendances ou des descendances, ainsi que des vents contraires, de travers ou de dos, qui auront une influence directe sur votre trajectoire. Il est important pour le respect de votre plan de vol et notamment pour être sûr de rejoindre l'atterrissage, que vous compreniez les effets de l'aérologie sur votre vol afin d'agir en conséquence. Pour bien comprendre la suite, il faut aussi intégrer que le parapente avance et chute toujours à la même vitesse d'un point de vue absolu. Sa vitesse R et sa finesse R sont des caractéristiques techniques qui ne varient pas, sauf détérioration ou usure. En revanche, la masse d'air dans laquelle il évolue peut se déplacer dans tous les sens. La vitesse sol et la finesse sol sont donc des valeurs relatives au sol qui tiennent compte des mouvements de la masse d'air. Première situation. Dans une masse d'air stable et calme, sans perturbation ni vent, le parapente n'est pas contré par le vent. Il ne subit pas non plus de courant ascendant ou descendant. Il se déplace donc approximativement à la vitesse annoncée par le constructeur. Il en est de même pour le taux de chute qui est égal aux caractéristiques techniques annoncées. Dans cet exemple, la vitesse sol et la finesse sol sont sensiblement les mêmes que la vitesse R et la finesse R. Second exemple, un vent de 15 km/h souffle dans la direction opposée au parapente. La vitesse horizontale sol est cette fois-ci diminuée. Elle se calcule facilement en soustrayant à la vitesse R du parapente celle du vent, puisqu'elles sont opposées, soit 37 moins 15 égale 22 km/h. Le parapente chute toujours à la même vitesse, mais sa vitesse sol ayant diminué, on comprend très bien que sa trajectoire s'en trouve modifiée. Il parcourt moins de distance, sa finesse sol a diminué. Nouvel exemple. Le vent de face est cette fois-ci de 35 km/h, soit très proche de la vitesse du parapente, ce qui entre parenthèses est une situation qui peut se révéler dangereuse, que vous devriez éviter. Dans ce cas, la vitesse sol est proche de 0. Le parapente continuant sans cesse de chuter à la même vitesse peut donner l'impression qu'il descend à la verticale. Sachez prendre des repères et observer ces phénomènes. Adaptez votre plan de vol en conséquence afin d'être sûr de pouvoir rentrer au terrain d'atterrissage. Voyons maintenant les conséquences sur votre trajectoire d'un vent de dos. Vous l'avez compris, avec 15 km/h de dos, le parapentiste voit cette fois-ci sa vitesse sol augmenter. 37 plus 15 égale 52 km/h par rapport au sol. Chutant toujours à la même vitesse, mais allant plus vite, le parapentiste parcourt dans ce cas une distance plus importante. Sa finesse sol a augmenté. Autre exemple, cette fois-ci, avec 35 km/h de vent de dos, le parapentiste verra sa vitesse sol approcher, voire dépasser les 70 km/h. C'est pour cette raison que les vols de distance sont généralement effectués les jours où le vent météo se révèle favorable au déplacement du pilote vers son but. Nous avons vu que la masse d'air se déplace sous l'effet du vent. Selon l'orientation du parapente, ces mouvements peuvent être de face, de travers ou de dos. Ils influencent ainsi la trajectoire, augmentant ou réduisant la finesse par rapport au sol et provoquant aussi des dérives que le parapentiste devra prendre en compte pour maintenir son cap. D'autres facteurs aérologiques peuvent également perturber la masse d'air et lui donner des mouvements plus verticaux. Le passage dans une ascendance thermique ou une descendance va faire varier là aussi la trajectoire du parapente. Tout d'abord, prenons pour référence la trajectoire d'un parapente ayant un taux de chute de 1,2 m/s et se déplaçant dans une masse d'air calme sans ascendance ni descendance. Dans ce cas, la trajectoire correspond aux caractéristiques techniques de l'aile, c'est-à-dire que sa finesse sol correspond à sa finesse R. Nouvelle situation, le parapentiste rencontre une bulle d'air chaud montant à 3 m/s. En la traversant, il est emporté avec l'air qui s'élève et regagne ainsi de l'altitude, carburant qui va lui permettre d'atteindre un point plus éloigné que par air calme.
Pendant son passage dans la bulle thermique, le parapente continue à descendre selon son taux de chute de 1,2 m/s. Mais comme il évolue dans une masse d'air qui s'élève plus rapidement, 3 m/s, le parapente regagne de l'altitude par rapport au sol. Sa vitesse ascendante sera donc de 3 moins 1,2, donc 1,8 m/s. Vous l'avez compris, dans le cas contraire, si le parapentiste rencontre une descendance, son taux de chute se trouve augmenté, car chutant dans une masse d'air descendante. Et il parcourra alors moins de distance que par air calme. Autre exemple où le vent va influencer la trajectoire. Le vent souffle de travers par rapport à la direction du parapente. Premier cas, ce parapentiste veut survoler le point A. Ne tenant pas compte de la direction du vent, il va dériver et se retrouver décalé par rapport à son but. Il va devoir rectifier son orientation. S'orientant face au point A, il se retrouve quasiment face au vent. Comme nous le savons, cette situation dégrade fortement sa finesse sol. Selon sa hauteur et la force du vent, il se peut qu'il ne puisse pas survoler son but et finisse dans les arbres. Deuxième cas. Le parapentiste tient compte du vent de travers. Il donne à son aile une orientation au vent, et non pas en direction de son but. Il va donc avancer en crabe, gardant son cap et survoler le point A. Vous devrez donc tenir compte de ces phénomènes aérologiques en vol, vous obligeant à analyser la situation, comme la direction du vent ou le passage dans une ascendance. Mais aussi et surtout lors des phases d'approche et d'atterrissage, demandant plus de précision. La masse d'air est soumise au vent et à l'activité thermique. En évoluant dans un milieu en mouvement, il est tout à fait normal que le parapente subisse ces mouvements. Nous allons définir maintenant les 3 axes de rotation du parapente sur lesquels s'inscrivent le roulis, le tangage et le lacet. Tout d'abord, nous représentons le centre de gravité du système pilote plus parapente. Celui-ci se situe un peu au-dessus de la tête du pilote. Ce mouvement droite-gauche que l'on nomme le roulis est provoqué soit par pilotage, soit par exemple par la rencontre d'un des bouts d'aile avec une bulle thermique. Le second mouvement de l'aile, le tangage. Il s'agit du mouvement avant-arrière de l'aile. Comme le roulis, il peut être provoqué en rencontrant des perturbations dans la masse d'air ou amené par pilotage, principalement dans un but d'exercice. Le tangage induit 2 notions importantes qu'il vous faut connaître et identifier en vol afin d'adapter votre pilotage. Plus tard, lors de votre formation et encadré par un moniteur, vous apprendrez à réaliser cet exercice de mise en tangage. Découvrons les notions de ressource et d'abatté. La ressource se produit lorsque l'aile est ralentie, soit par pilotage, soit lors de la rencontre d'un thermique. Le pilote, ayant gardé toute sa vitesse, va dépasser son aile. La ressource est suivie par l'abatté. Par mouvement pendulaire, l'aile va chercher à retrouver sa position au-dessus de la tête du pilote. Elle va donc accélérer pour rattraper son retard. Selon l'importance de la ressource précédente, il se peut que l'aile, une fois revenue à la verticale du pilote, continue sa course et le dépasse. C'est l'abatté. Les bases du pilotage passent par une bonne compréhension du système pendulaire que forment l'aile et le pilote. Il vous faudra donc, durant votre apprentissage, réaliser ces exercices de tangage en air calme et en guidage radio. Et enfin, dernier mouvement de l'aile, le lacet. Il s'effectue autour de l'axe vertical qui passe par le pilote et le milieu de l'aile. Il peut se produire au sol au moment du gonflage ou en vol par un changement bref de la direction du vent, comme lors d'une rafale. Il vous faudra un peu plus tard dans votre progression apprendre à ressentir et à maîtriser ces mouvements, les reconnaître en vol et ainsi adapter votre pilotage pour maintenir l'aile au-dessus de votre tête et vous sentir maître à bord, pour plus de plaisir et de sécurité.